La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 4 ans, et tout le monde essaie de trouver la ligne d'arrivée. Dans une guerre normale, un camp gagne, un camp perd, et ensuite, d'une manière ou d'une autre, la vie essaie de revenir à la normale. C'est la version de la fin de cette guerre que la plupart des gens ont en tête. Mais ce n'est pas une guerre normale, et sa fin pourrait signifier la ruine pour la Russie, et peut-être même pour l'Ukraine. Alors, allons-y directement. Plutôt que de se terminer avec un vainqueur et un perdant clair, l'issue la plus probable de la guerre en Ukraine est une ligne de front figée. Du moins selon l'analyse IRIS 2025 de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Une analyse appuyée par l'absence de progrès au cours du premier semestre 2026. Maintenant, imaginez le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais à une échelle légèrement plus grande, et cette fois-ci au cœur de l'Europe. Les deux camps traceraient les nouvelles frontières de facto à partir de ce que la Russie pourrait occuper de l'Ukraine. Les lignes de contact stagneraient, car aucun des deux camps ne pourrait s'engager dans un véritable traité de paix. La raison en est simple. La Russie n'a jamais atteint ses objectifs initiaux lors de l'invasion. De l'autre côté, il est peu probable que l'Ukraine cède complètement les territoires occupés par la Russie. Surtout que la Russie avait déjà occupé des territoires en 2014. La guerre prendra probablement fin, pour ainsi dire, par un cessez-le-feu à court ou à long terme, selon le climat géopolitique du moment, lorsque les deux camps auront épuisé leurs ressources. Du côté de la Russie, les problèmes d'avant et pendant la guerre ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Au lieu de cela, la Russie a modifié son économie, sa gouvernance, la hiérarchie sociale, et même la culture russe, telle qu'elle est perçue aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Et tout cela a rendu la Russie plus faible. Mais commençons par ce que signifie réellement la paix, car la Russie et l'Ukraine n'attendent pas la même chose. En Ukraine, l'Institut international de sociologie de Kiev, fondé en janvier 2026, a rapporté dans une enquête menée du 12 au 24 février 2026 que 57% des Ukrainiens rejettent catégoriquement le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, même en échange de garanties de sécurité des États-Unis et de l'Europe. Le message de l'Ukraine est clair. Ils peuvent accepter un front gelé, seulement si une véritable architecture de sécurité l'accompagne, incluant des garanties contraignantes, un alignement sur l'OTAN et une voie vers l'adhésion. Ce qu'ils n'accepteront pas, c'est une concession déguisée en compromis, surtout si cela laisse le pays exposé la prochaine fois que Moscou décidera que le moment est venu. Cela a déjà été tenté et n'a pas fonctionné en 2014 avec la Crimée. La Russie, c'est une autre histoire. En décembre 2025, l'Institut de sondage d'État Vitsium et le centre indépendant Levada sont arrivés au même constat, mais par deux voies différentes. Vitsium, dans sa présentation de fin d'année, a constaté que 55% des Russes liaient directement leurs espoirs d'une année 2026 meilleure à la fin de la guerre, tandis que 70% considéraient que l'année à venir serait plus réussie que la précédente. La Levada, qui opère sous le statut d'agent étranger, et a interrogé 1618 personnes dans 50 régions russes à la mi-décembre, a constaté que 66% des Russes sont en réalité favorables à un passage au pourparlers de paix. En février 2026, la part des personnes favorables aux négociations selon Levada avait encore augmenté pour atteindre 67,2%, tandis que ceux favorables à la poursuite des opérations étaient tombés à 24,3%. Mais il y a une contradiction cachée dans ces chiffres qui a une importance énorme. Selon Levada, 3/4 des Russes pensent que la Russie ne doit faire aucune concession territoriale pour arrêter la guerre. Ils veulent que les combats cessent, et ils veulent croire qu'ils n'ont pas perdu. Les deux choses en même temps. Cette combinaison est précisément la raison pour laquelle tout cessez-le-feu est un résultat politique aussi instable en Russie. Cela donne au Kremlin quelque chose qu'il peut présenter comme un succès. L'État dira qu'il a tenu bon, défendu les intérêts nationaux et tenu tête à l'OTAN. Mais il y aura probablement une autre question ici. Pourquoi tout semble-t-il tellement pire pour la Russie ? Eh bien, cette question mène directement au deuxième problème. Le même cessez-le-feu produira deux verdicts complètement différents, et un seul d'entre eux sera viable pour le pays qui le reçoit. Sommes-nous déjà dans une troisième guerre mondiale ? Selon ce que l'on lit, on peut avoir l'impression de vivre des réalités très différentes. Suivre l'actualité n'est plus le plus difficile. C'est de savoir ce qui est réellement vrai. Considérez cette histoire relayée par près de 200 sources de tout le spectre politique.
Il est rapporté que l'armée américaine affirme que son blocus des ports iraniens a complètement stoppé les échanges commerciaux en 36 heures. Mais un jour plus tôt, une autre histoire, principalement couverte par près de 80 sources, la plupart étant de tendance de gauche, affirmait que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz avait à peine été affecté le premier jour du blocus. Alors, qu'en est-il vraiment? Arrêt total, perturbation antérieure, ou les deux peuvent-ils être vrais? Cette divergence dans la couverture médiatique est précisément la raison pour laquelle nous utilisons Ground News pour nous aider à rester informés sur les multiples conflits actifs dans le monde. Si vous ne voyez qu'un seul de ces titres, vous auriez un point de vue unique et une compréhension différente de la situation. Ground News recueille des milliers d'articles chaque jour et les organise par sujet, en vous montrant le biais, la fiabilité et la propriété de chaque source afin que vous puissiez voir tous les points de vue au même endroit. Nous utilisons beaucoup la fonctionnalité Blind Spot, qui révèle les sujets largement traités par un côté du spectre politique et peu abordés par l'autre. Peu importe où vous vous situez politiquement, sortir de la chambre d'écho vous permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement. Et c'est extrêmement important lorsqu'il s'agit de percer le brouillard de la guerre. Alors, rendez-vous sur ground.news/militaryground.news/military-show ou scannez le code QR pour bénéficier de 40% de réduction sur le forfait Vantage à accès illimité. Et cela fait tomber le prix sous celui d'une tasse de café. Alors essayez Ground News par vous-même. Pour l'Ukraine, l'histoire nationale est déjà réécrite, et elle tiendra peu importe où la ligne de front se fige. Avant février 2022, les analystes occidentaux parlaient encore de l'Ukraine à travers le prisme de la Russie. Comme une nation post-soviétique et corrompue, piégée dans l'orbite de Moscou, le petit frère sur lequel on pouvait faire pression, acheter, effrayer ou même diviser si nécessaire. Ce point de vue a pratiquement disparu en 2026. Même sans la restitution immédiate de tous les territoires occupés, l'Ukraine peut affirmer quelque chose d'historiquement significatif. Un État bien plus grand a lancé une invasion à grande échelle, déterminé à sa destruction, a déployé sa plus grande armée depuis la Seconde Guerre mondiale contre lui, et n'a pas réussi à le forcer à redevenir subordonné. C'est la raison d'être de la position de l'Ukraine sur l'intégration à l'OTAN et à l'UE. Pour la Russie, le même cessez-le-feu concerne avant tout l'exposition et la posture politique. Le Kremlin a présenté cette guerre comme une démonstration brève et juste de grandeur, alors que l'Empire russe tente de se reconstituer entièrement. L'invasion a été qualifiée d'opération militaire spéciale qui serait terminée en quelques jours. Cela prouverait que l'Ukraine n'était pas un vrai État et forcerait l'Occident à considérer à nouveau la Russie comme une puissance sérieuse. Au lieu de cela, 4 ans plus tard, la Russie est plus pauvre, plus isolée, dépendante de la Chine et détestée dans toute l'Europe de l'Est. Les mêmes États qui faisaient autrefois partie du pacte de Varsovie. Et la Russie est incapable d'avancer un argument crédible montrant que ce qu'elle a construit pendant cette guerre en valait le coup. Rappelez-vous, la Russie a la plus grande armée, la plus grande population, le stock soviétique, les revenus énergétiques, l'arsenal nucléaire et la machine de propagande. Pourtant, elle n'a toujours pas réussi à forcer l'Ukraine à céder, et la guerre s'est transformée en un échec colossal, drainant l'argent et le moral du pays. Sur le plan économique, le ministre de la Défense Andreï Belousov a confirmé en décembre 2025 que la Russie avait dépensé 7,3% de son PIB pour la défense en 2025. Appliqué à l'estimation du PIB faite par le gouvernement pour cette année-là, cela implique des dépenses militaires totales d'environ 198 milliards de dollars. C'est de l'argent qui n'a pas été investi dans les infrastructures, la santé ou la modernisation économique. Le PIB de la Russie s'est contracté entre 0,2% et 0,5% d'une année sur l'autre au premier trimestre 2026, ce qui constitue son premier recul trimestriel depuis le début de 2023. Et cela a été un choc même pour les institutions russes elles-mêmes, qui avaient prévu une croissance de 1,6% pour cette période. Peu de temps après, le gouvernement russe a réduit sa prévision de croissance du PIB pour l'ensemble de l'année 2026, la faisant passer de 1,3% à seulement 0,4%. L'inflation tourne autour de 6% et continue d'éroder le pouvoir d'achat des ménages. La Banque centrale de Russie a maintenu longtemps son taux directeur à des niveaux inégalés depuis plusieurs décennies pour freiner l'inflation, limitant investissements et emprunts civils malgré des usines de défense en pleine activité. Les revenus énergétiques, principale bouée de sauvetage budgétaire de la Russie, ont chuté d'environ 40% sur un an, au cours des 12 mois jusqu'en avril 2026.
La baisse résulte de la chute des prix du pétrole, des sanctions européennes et d'un rouble fort réduisant les marges à l'export. En conséquence, la Russie met en œuvre une augmentation de la TVA entrée en vigueur en janvier 2026, qui ponctionne effectivement l'argent des entreprises de taille moyenne, afin de tenter de continuer à financer la guerre. Pendant un temps, la guerre a artificiellement stimulé l'économie russe. Les usines de défense ont embauché, les salaires ont augmenté dans certains secteurs, et la télévision d'État présentait les chiffres de production comme un signe de force. Mais sous la surface, le crédit est devenu cher. Exprimer une opinion indépendante est devenu dangereux, voyager est devenu plus difficile, les prix n'ont cessé d'augmenter, et même ceux qui soutenaient encore Poutine se plaignaient de plus en plus. Lorsqu'ils se sentaient en sécurité, ils disaient que les responsables mentaient, étouffaient les mauvaises nouvelles et cachèrent la réalité au sommet de l'État. Le signe public le plus clair en fut révélé lorsque Victoria Bondia, célèbre à la télévision russe pour ses émissions de télé-réalité et ses contenus beauté, a publié une vidéo critiquant la vie en Russie. Cela a attiré plus de 13 millions de vues, et a forcé le Kremlin à réagir publiquement. Et ce n'est pas parce qu'elle a dit quelque chose de particulièrement sophistiqué, mais parce qu'elle était précisément le genre de personne qui n'était pas censée le dire. Le Kremlin peut rejeter les libéraux, les exilés et les dissidents comme des agents de l'Occident. Quand quelqu'un issu du monde apolitique des célébrités et du luxe dit que le système pourrit, des millions de Russes ordinaires s'y reconnaissent et compatissent. Ce moment aurait pu être un signal sur la véritable position de l'opinion publique, ce que Vladimir Poutine ne voulait certainement pas. Quant au public lui-même, les véritables gagnants de la guerre en Ukraine ne seront pas les gouvernements des pays en guerre, mais les personnes qui y ont participé. Pour la Russie, le premier groupe, et le plus visible, ici regroupe les soldats sous contrat et leurs familles. Dans les régions pauvres, le service militaire est devenu un véritable ascenseur social et économique, avec des salaires qui rivalisent avec certains des emplois les plus lucratifs du pays. En juillet 2024, 2 ans après le début de la guerre, Poutine a signé un décret doublant presque la prime fédérale à la signature pour les recrues, et a recommandé aux autorités régionales de l'égaler avec leur propre budget. Début 2026. La prime régionale à la signature a atteint 2,6 millions de roubles, soit environ 35 000 $ au total, dans certaines régions. Pour les hommes ayant peu d'autres options, c'était une richesse qu'ils n'avaient jamais vue, et à laquelle ils n'avaient aucun autre accès. Le salaire mensuel d'un soldat sous contrat combattant en Ukraine s'élevait à 210 000 roubles, soit environ 2 400 $ en 2025, plus du double du salaire moyen national. Cela a détourné la main-d'œuvre des emplois civils, provoqué une inflation des salaires dans les régions concernées, et créé une population de familles dont le niveau de vie dépendait entièrement de la poursuite de la guerre. Maintenant, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous publions ces analyses et des résumés d'événements géopolitiques quotidiens pour vous tenir informés. Le second groupe est la main-d'œuvre de l'industrie de défense. Les usines d'armement, fabricants de drones, fournisseurs d'électronique et ateliers de réparation manquaient le plus de main-d'œuvre que le gouvernement pouvait soutenir par des contrats réguliers. Mais ces secteurs font face à 2 problèmes majeurs. Premièrement, le gouvernement russe est tristement célèbre pour payer ses contrats au rabais ou simplement ne pas les régler, car il est l'une des rares options disponibles pour les fabricants afin d'obtenir ces contrats. Par conséquent, même lorsque ces fabricants devraient prospérer, le Kremlin manque tellement de liquidités, ironiquement à cause du financement des salaires militaires en forte hausse, qu'il cesse d'honorer les paiements pour le matériel même nécessaire au maintien de l'effort de guerre. Ces secteurs ne peuvent pas revenir à la normale quand les commandes militaires cessent. Lorsque les contrats cessent, les fournisseurs perdent leurs clients, et les travailleurs qui avaient un emploi stable dans un secteur en plein essor se retrouvent soudain dans une économie civile stagnante. Il n'y a pas de transition planifiée, pas de conversion gérée, pas de chaîne de production civile prête à les absorber. La Russie tourne à l'économie de guerre sans perspective d'après-guerre. Le troisième groupe est plus petit mais politiquement plus bruyant, la classe idéologique. Les blogueurs Z, influenceurs patriotiques, collecteurs de fonds bénévoles et intermédiaires locaux qui ont appris le langage de la guerre et découvert, souvent pour la première fois, leur importance. Avant 2022, beaucoup d'entre eux n'étaient des personnes. La guerre leur a apporté un public, des revenus, un accès au pouvoir et un sentiment d'utilité que la plupart d'entre eux n'avaient jamais connu. Mais leur pertinence dépend entièrement du fait que le conflit reste l'élément central de la vie publique russe. Lorsque cela s'arrête, leur voie vers la célébrité s'arrête aussi. Les personnes qui perdent leur statut et leur raison d'être après les avoir connus ne s'effacent généralement pas sans réagir.
De l'autre côté de la guerre, l'économie de guerre ukrainienne a produit un gagnant capable de réussir aussi en temps de paix. Ingénieurs en drone et spécialistes en cybersécurité, coordinateurs logistiques, professionnels de la rééducation. L'Ukraine obtient des contrats de divers pays occidentaux pour bénéficier de ses avancées et de son savoir-faire. Toutes ces compétences et toute cette infrastructure que l'Ukraine a développées peuvent servir à renforcer l'OTAN dans son ensemble, ou simplement être monnayées au plus offrant. La technologie de défense que l'Ukraine a développée a été testée au combat et a prouvé son efficacité. Pendant ce temps, l'équipement russe a souvent montré ses faiblesses structurelles sur le champ de bataille moderne. De plus, l'Ukraine a développé des secteurs complémentaires, la technologie de défense, la fabrication de précision, l'infrastructure logistique et la remise en état des infrastructures énergétiques. Ils offrent des perspectives à long terme plus importantes pour la recherche. Les secteurs de guerre de la Russie sont presque entièrement à l'opposé, puisqu'ils produisent des armes, et lorsque la demande d'armes diminue, ils produisent du chômage. Le groupe le plus crucial pour la stabilité politique à long terme n'est ni les influenceurs ni les ouvriers, mais les anciens combattants. Et ce qu'un État fait de ses anciens combattants vous indique quel type d'État il est, et vers quel avenir il se dirige. En Ukraine, l'ampleur à elle seule est stupéfiante. Le German Marshall Fund rapporte que l'Ukraine devait déjà relever le défi de soutenir plus de 1,2 million d'anciens combattants au début de 2025, et les projections indiquent que ce nombre atteindra entre 5 et 6 millions, lorsque le personnel en service actif sera démobilisé. Cela représente environ un Ukrainien sur 6. L'Institut de recherche sur la paix d'Oslo estime que jusqu'à 5 millions d'anciens combattants et de membres de leur famille auront besoin d'un soutien à la réinsertion une fois la guerre terminée, soit bien plus de 15% de la population totale du pays. Il n'existe aucun précédent historique pour un défi de réinsertion de cette ampleur dans un pays qui tente en même temps de se reconstruire après 195 milliards de dollars de dégâts directs sur les infrastructures. Mais l'Ukraine possède quelque chose que la Russie n'a pas, un récit national cohérent qui donne un sens au sacrifice des anciens combattants. Les hommes et les femmes qui ont servi ont défendu leur patrie. Ils ont aidé l'Ukraine à rester un État souverain, face à une grande puissance qui voulait l'effacer. Les anciens combattants en Ukraine peuvent devenir responsables politiques locaux et organisateurs de partis, chefs d'entreprise, experts en déminage, gestionnaires de reconstruction, spécialistes de la sécurité aux frontières ou militants civiques. La Russie fait face à un problème structurellement différent qui commence par l'attitude de l'État. Le Kremlin ne veut pas que les anciens combattants soient des citoyens dotés d'autonomie. Il les veut comme des décorations, tant qu'ils sont utiles, comme des héros à exhiber lors d'événements patriotiques, et dans les médias d'État. Le modèle consiste à les renvoyer chez eux, à surveiller ce qu'ils font, à les utiliser pour des mises en scène publiques, puis, idéalement, à les oublier. Ce n'est pas qu'une simple conjecture. Certaines estimations suggèrent que plus de la moitié des anciens combattants qui reviennent d'Ukraine n'arrivent pas à trouver un emploi stable. Ils sont tout simplement trop traumatisés par la guerre ou littéralement blessés, et pourtant ils ne reçoivent aucun soutien régulier. La raison de cette mise à l'écart devient évidente quand on y réfléchit. Un gouvernement russe donnant du pouvoir aux anciens combattants comme citoyens, dotés de réseaux, de revendications et d'une autorité morale propre, créerait une force politique incontrôlable. Et tout le modèle politique du Kremlin, ou plus précisément celui de Poutine, dépend du contrôle de chaque force significative dans la vie publique russe. Mais cela comporte ses propres risques. Ce sont des hommes formés à la violence, payés plus qu'ils ne l'avaient jamais été dans leur vie civile. On les qualifiait sans cesse de héros, piliers de la nation. Désormais, ils rentrent dans une économie stagnante, incapable de égaler la solde du front, dans un système sans voie crédible pour qu'ils deviennent autre chose qu'anciens soldats. Il n'existe pas d'équivalent russe du GIBIL, pas d'état de droit fonctionnel qui protège de manière fiable les petites entreprises, pas de système de reconversion crédible, pas compromis par l'idéologie, pas de culture politique dans laquelle on attend des anciens combattants qu'ils participent en tant que citoyens, avec une voix indépendante. Lorsque l'État tente de gérer cette situation par la surveillance et le favoritisme sélectif plutôt que par une véritable inclusion, il ne résout pas le problème, il le reporte. Et les problèmes reportés parmi des hommes armés, organisés, désabusés, disposant de réseaux d'unités, d'habitudes de commandement et d'un mépris pour les institutions civiles, ont tendance à ressurgir violemment. Les statistiques sont effrayantes, car plus de 500 civils ont été tués ou blessés par des anciens combattants, après leur retour du front. Extrapoler cela à des millions d'anciens combattants revenus à un effondrement économique, se sentant trahis par les institutions pour lesquelles ils s'étaient battus, découvrant que le système ne leur offrait aucune place ni à leur colère. C'est une marmite prête à déborder.
Il est donc clair que la Russie a un long chemin à parcourir et qu'elle est bien plus faible qu'au départ. Et cela pourrait être un problème non seulement pour les Russes, mais potentiellement pour tout le monde en Europe et au-delà. Revenons à la Russie. Le principal problème ici, c'est que la Russie, ou Poutine, pourrait avoir le sentiment qu'il n'y a plus rien à perdre à ce stade. Parlons de la géographie, car c'est la base de tout. La Russie a lancé cette guerre en partie pour rétablir la zone tampon, jugée essentielle à sa survie nationale par sa doctrine militaire. L'Ukraine servait auparavant de zone tampon, que l'Union soviétique utilisait entre elles-mêmes, et une éventuelle offensive allemande. Cela s'est manifesté, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, des générations de planificateurs militaires russes ont jugé vitales les zones tampons entre la Russie et les puissances hostiles à l'ouest, qui devaient être solides, soumis à la mère Russie, comme l'Ukraine l'était avant son indépendance. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine a progressivement adopté des orientations pro-occidentales. La guerre devait inverser cette tendance, mais elle l'a plutôt aggravée sur presque tous les plans. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN en 2023 a presque doublé la longueur de la frontière terrestre de la Russie avec l'Alliance. L'accession de la Suède a étendu la présence de l'OTAN sur l'ensemble de la mer Baltique. L'Ukraine, que Vladimir Poutine affirmait dans un article de 2021 n'être pas un vrai pays et être transformé en arme contre la Russie, est désormais devenue exactement cela. L'Ukraine dispose d'une armée d'1 million de soldats aguerris, d'un programme national de missiles dont la portée annoncée peut atteindre environ 1000 km et d'une des industries de drones les plus avancées au monde. La guerre en Ukraine a été essentiellement une prophétie autoréalisatrice, transformant l'Ukraine en l'ennemi que Vladimir Poutine pensait qu'elle était déjà. Ensuite, il y a la dimension technologique, qui aggrave le problème géographique et le rend pratiquement insoluble. Même si la Russie pouvait d'une manière ou d'une autre rétablir une zone tampon territoriale à l'ouest, cela ne résoudrait pas la menace. Les pays européens acquièrent désormais activement des capacités de frappe de précision en profondeur, motivées par la propre violation par la Russie du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et par le retrait des États-Unis en réponse à cela. La doctrine nucléaire russe de 2024 revêt également une importance particulière dans ce contexte. La nouvelle formulation abaisse sans doute le seuil d'escalade nucléaire en incluant la réception de ce qu'elle appelle des données fiables sur des frappes d'armes conventionnelles imminentes contre la Russie ou la Biélorussie. Cela a conduit le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à avertir les membres de l'Alliance, en décembre 2025, de se préparer à une guerre potentielle avec la Russie dans les 5 ans à venir. Ce ne serait pas la première fois que la Russie menace d'utiliser l'arme nucléaire. Elle l'a fait des dizaines de fois pendant la guerre, chaque fois que l'Occident songeait à renforcer son soutien à l'Ukraine. Mais une Russie qui sortirait de cette guerre avec des forces conventionnelles épuisées, une économie stagnante et un sentiment croissant d'encerclement, pourrait bien avoir intérêt à s'appuyer réellement sur son arsenal nucléaire comme principal instrument de dissuasion et de coercition. La Russie est devenue là structurellement, économiquement et même géopolitiquement dépendante de Pékin depuis 2022. La technologie chinoise devenant un élément clé de l'industrie de défense russe, et le commerce chinois comblant le vide laissé par l'effondrement des liens économiques européens. La Russie a signé un important nouvel accord de gazoduc avec la Chine en septembre 2025, la Force de Sibérie 2, approfondissant une relation énergétique qui permet essentiellement à la Russie de continuer à financer la guerre. Mais la Russie est, en pratique, le partenaire junior dans cette relation, dépendante de la technologie chinoise, des marchés chinois et de la couverture diplomatique chinoise, d'une manière qui contredit directement son image de grande puissance indépendante. Cette dépendance s'accentuera après la guerre, car la Russie aura encore moins d'alternatives une fois la poussière retombée. Alors, que signifie tout cela au final ? Ce que la guerre a réellement produit, c'est la séparation la plus profonde et la plus irréversible de l'histoire moderne des deux peuples. L'Ukraine sortira de ce conflit meurtri, épuisé et endeuillé à un degré difficile à surestimer. Mais elle portera aussi une identité renouvelée et un soutien international des institutions occidentales qui ont déjà engagé des centaines de milliards de dollars pour sa reconstruction. Parallèlement à un secteur technologique de défense plus que florissant, reconnu internationalement, et à la hauteur de celui des États-Unis et de l'OTAN eux-mêmes. Mais la Russie sortira du même conflit comme l'ombre d'un pays. Elle aura une classe de vétérans sans débouchés politiques crédibles et toutes les raisons d'éprouver du ressentiment. L'économie qui a été construite pour la guerre et non pour la paix aura du mal à trouver de nouveaux moyens de mettre ses citoyens à contribution et de les pressurer fiscalement. La direction actuelle pourrait même sembler bonne comparée à ce qui arriverait si la situation empirait au point que Poutine refuse toute paix.
Et pour en savoir plus sur qui pourrait succéder à Poutine si cela devait arriver, assurez-vous de regarder cette vidéo. Et restez abonné à The Military Show pour plus d'actualités passionnantes.